Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Éric Paquette, cofondateur de l'Institut de leadership. Il a pris le temps vraiment de nous parler de son parcours qui l'a mené à créer cette école-là de leadership unique en son genre, où il y a plus de 3000 gestionnaires qui sont passés à travers cette certification-là, un programme extraordinaire pour créer les leaders de demain. Et j'ai personnellement apprécié ma discussion avec Éric parce qu'on parle réellement de quels sont les défis, les nouvelles qualités, la nouvelle vision que les leaders doivent avoir. Donc, un podcast que j'ai adoré, super intéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Éric Paquette, cofondateur de l'Institut de leadership, bienvenue. Merci. Super contente que tu sois ici. Écoute, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Je t'explique pourquoi. Parce qu'on voit, tout le monde connaît l'Institut de leadership, mais rarement on connaît les gens derrière. Et comme tu me disais d'entrée de jeu, juste avant de débuter le podcast, t'aimes ça laisser la place à tous les invités de renom que tu as. Donc, merci d'être au devant, à la caméra, au micro avec moi aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Oui. Et écoute, moi, ce que je fais dans ces podcasts-là, j'aime toujours comprendre l'histoire. Fait que raison de plus, tout le monde connaît Éric Paquette, mais est-ce qu'on connaît réellement son histoire? Alors là, avant de parler de l'Institut, quelle est ton histoire à toi? D'où tu viens? Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? En quoi tu as étudié? J'aimerais ça savoir. En fait, c'est une histoire banale, mais je pense, en tout cas. Mais en fait, je viens d'une famille tout à fait ordinaire, classe moyenne. Mon père était directeur d'école, ma mère professeur d'école. Puis moi, je me suis dit, jamais je vais être enseignant. Mais finalement, je me suis rendu enseignant. Parce que ma sœur est prof, mes cousines sont profs, mes tantes sont profs. OK. Mon père a toujours eu l'esprit entrepreneurial. En même temps qu'il était directeur d'école, il y avait une entreprise, il y a eu des maisons. Donc, il a toujours beaucoup travaillé. Fait que c'était le modèle que j'ai suivi. La seule chose que je peux raconter qui pourrait peut-être parler peut-être aux gens, c'est que j'étais un décrocheur. D'abord, j'ai un trouble de déficit d'attention qui n'était pas diagnostiqué à cette époque-là, qui était beaucoup plus tard. Puis ça, souvent, il y en a plusieurs, des situations comme ça, hein? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Il y a beaucoup de monde. Moi, je pensais que j'étais juste pas doué ou en tout cas, j'ai perdu ma motivation vraiment rendu au cégep où je n'allais plus à mes cours. J'étais un peu perdu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Oui, beaucoup au cégep aussi. Je pense qu'il y a des parents là, qui vont peut-être reconnaître peut-être les enfants parce qu'on est perdu. Hein, on n'est pas assez vieux, on manque de maturité, puis je n'étais pas très mature. Alors, mon père m'a dit, tu vas aller travailler parce que le travail chez nous, c'est une valeur qui était super importante. Puis, j'ai toujours travaillé là, à partir de, je pense, à 10 ans, je passais le messager de Ville-la-Salle avec ma petite brouette. Puis, j'ai toujours travaillé dans des bingos, dans toutes sortes de trucs. Fait que c'était une valeur qui, chez nous, était importante. Puis en tout cas, je suis allé travailler dans une compagnie de carton qui était quand même réputée pour être difficile. Tu sais, ça sonnait. Travail à la chaîne, je revenais, j'avais toutes les mains coupées. Puis, je m'étais dit, c'était en attendant, mais j'ai quand même resté là 2-3 ans. 2-3 ans. Oui. Puis, à un moment donné, j'étais en couple avec quelqu'un. Puis ça, c'est important parce que l'influence notre entourage. Les 5 personnes qui t'entourent vont avoir le plus d'influence. Tu l'as vécu. Là, je l'ai vécu. Ma blonde de l'époque était très studieuse, étudiait en psychologie et m'a beaucoup influencé à retourner à l'école. Puis elle m'a montré c'était quoi finalement. Il fallait que je travaille. Il fallait que je fasse des études, puis il fallait que j'étudie le soir. T'sais. Fait que, pour faire une histoire courte, j'ai retourné à l'école à l'âge de 25 ans. OK, wow! Puis 5 ans après, je finissais avec une maîtrise en économie. Okay. Jamais j'aurais pensé que, 1, j'étais capable de faire une maîtrise, puis 2, que j'étais après ça pour enseigner, moi-même, à l'université. Si on m'avait dit ça, là,
quand que j'étais au cégep. Là, à l'époque du cégep, j'avais de la misère à écrire 2 phrases. Pour être honnête, T'étais pas là? Non, j'étais pas là. J'étais pas là du tout. Fait que... petite anecdote, mais quand même intéressante. Puis c'est un peu ça aussi c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse d'en poser les questions sur l'histoire des gens, parce que j'essaie toujours de démocratiser un peu les gens qui ont du succès, puis de pas juste voir. Puis en fait, moi, mon intention aussi derrière ça, c'était de dire aujourd'hui, on voit beaucoup les grands de ce monde, tu sais, mais il y a tellement de belles histoires de gens qui font une différence dans la vie des gens, comme toi et ton équipe de l'Institut, mais qui n'étaient pas partis pour ça du tout. Puis bang, d'opportunité en opportunité, on arrive puis on crée quelque chose. Fait que merci d'avoir partagé ça, parce que c'est vrai que le cégep, c'est long puis c'est plat. C'est ça qu'on s'entend-tu? Y a-t-il un cégep qui a été le fun pour quelqu'un? Je sais en fait, ce que ça dit beaucoup, puis je le dis même dans les cours qu'on offre, t'as beau avoir les meilleurs profs, mais il faut que la personne soit capable, il faut qu'elle soit prête à recevoir l'information puis à mettre l'effort. Oui. C'est la même chose là, pour les gens qui viennent à l'Institut Leadership. Bien, il faut qu'ils soient prêts à mettre un peu d'effort puis à prendre le recul. Puis, tu sais, ça prend... C'est bien beau d'avoir le meilleur émetteur, mais ça prend un récepteur. Puis je ne l'étais pas, à cette époque-là. Je n'étais pas prêt. Puis quand je suis retourné, là, j'étais prêt à apprendre, puis... une maturité. Une maturité. Mais il faut le faire, par exemple, de 25 à 30. Tu sais, si on retourne, tu sais, on doit avoir à peu près le même âge, mais tu sais, à cette époque-là, c'est plus le temps où tu fais ta carrière, les enfants, tu sais, puis tout ça. Tout à fait. Fait que là, toi, tu fais ça en même temps, toi, quand tu étais... J'ai tout fait ça en même temps. J'ai été beaucoup impliqué dans les associations étudiantes, là, où j'ai beaucoup appris, d'ailleurs. Oui. Mais j'ai eu la chance, mon cousin travaillait pour Entourage, qui est un sous-traitant de Bell Canada. Et puis, il m'avait engagé comme technicien. Ça payait bien quand même. Okay. Puis mon père, je l'ai eu quand même bien facile, là, parce que mon père avait des maisons, puis j'ai eu l'appartement. J'ai pu rester en appartement pas trop cher, même, je dirais même gratuitement pendant un certain temps, le temps de mes études. C'est ça, j'ai eu cette belle aide de ce côté-là. Une chance, parce que les gens m'ont aidé. Mais finalement, j'ai pu payer mes études, en tout cas, pas nécessairement mes études, mais payer mon épicerie, puis tout ça en travaillant à temps partiel. Mais je travaillais 3 jours semaine, je faisais 5 cours. Tu sais, aujourd'hui, je pense à ça, c'est complètement fou. Je faisais 5 cours à l'université, puis j'étais impliqué à fond, là, à fond. Dans les associations, dans toutes les instances universitaires. Si on me demandait pour aller conseiller le doyen sur la nouvelle stratégie, je l'ai fait d'ailleurs à l'École des sciences de la gestion du CAM. J'étais là. Fait que tu avais déjà ton leadership. Tu es le cofondateur de l'Institut de leadership, mais tu avais déjà un leadership naturel à cette époque-là, non? Oui, je pourrais dire ça. On s'implique, puis quand on s'implique, on le fait comme il faut. Oui. Puis quand on le fait comme il faut, c'est drôle, les gens remarquent, puis ils te redemandent d'autres choses. Puis je pense que c'est comme ça dans la vie aussi. Hein? C'est ça dans la vie. Fait que là, tu sors avec une maîtrise en sciences de l'économie. Oui. Et là, tu commences à enseigner comme tous les cerveaux dans ta famille qui étaient professeurs. Fait que là, tu as suivi cette voie-là, finalement. Oui. Et là, tu as commencé à enseigner. C'était comment pour toi, l'enseignement? Parce que tu enseignes toujours, non? Ça fait ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que j'enseigne à l'UQO, puis à l'EG-UQAM, entre autres. Puis tu enseignes quoi concrètement? Tes sciences d'économie, là? Dis-moi. J'enseigne les cours de base, c'est-à-dire la microéconomie. OK. Tu sais, l'aspect humain, ça a toujours été quelque chose d'important, mais la prise de décision, tu sais, pourquoi on prend telle décision, c'est ça la microéconomie, en fait. La valeur des choses, l'offre et la demande, les trucs de base, en fait. La macroéconomie aussi. Donc, les taux de change, la Banque centrale, on en parle beaucoup, là, c'est ainsi, là, les taux d'intérêt, le taux directeur, etc. Fait que c'est des cours que j'aime beaucoup enseigner. OK. Ouais. Et là, puis c'est ça, je me rappelle, on est allé manger ensemble, tu disais, moi, je vais toujours continuer à enseigner. Ouais. C'est comme, c'est quoi, pour toi, c'est comme la connexion avec les étudiants? Oui, la connexion avec, tu sais, je suis rendu là, parce que quand j'ai commencé à étudier, j'étais plus proche de leur âge que maintenant. Mais là, maintenant, la distance, mais tu sais, c'est garder proche de la jeunesse, là. Je ne veux pas avoir de l'air du gars qui se vieillit plus que ça, mais tu sais, de rester proche des besoins. Puis, le fait de l'enseigner, je ne l'oublie pas non plus, ma base économique, puis ça me sert comme entrepreneur, vraiment. Oui. C'est des trucs que je me sers encore quand je réfléchis sur des projets, des trucs que j'enseigne.
Oui, exactement. Oui. Bien, puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je le vois là, dans mon profil, tu sais, ma communauté de coachs puis tout ça, là, j'ai beaucoup de coachs qui ont 70, 75 ans qui coachent encore parce que ils veulent rester proches, puis ça allume tout le temps ton cerveau sur quelque chose de différent que been there, done that, bien là, tu es plus sur le déclin qu'autre chose, là, tu sais, On apprend quand on enseigne. Tellement. On reçoit des fois beaucoup plus qu'on peut donner. Oui. Puis c'est la même chose dans le mentorat. Oui. Tu sais, j'ai la chance de mentorer une jeune entrepreneur, puis ça fait réfléchir, ça te bouscule un peu, puis donc, d'expliquer des choses, ou en tout cas de partager des trucs avec d'autres personnes, ça nous apprend beaucoup sur nous, puis sur un paquet de sujets. Fait que là, sachant ça, Oui. tu apprends plein de choses, puis t'aimes ça. Là, il arrive à un certain moment donné, tu es impliqué dans le jeune chambre de commerce aussi. Comment t'es arrivé là? Parce que, tu sais, ouais. L'importance du réseau, puis quand on fait quelque chose, de s'impliquer comme il faut. Parce que j'ai tellement vu du monde, autant les entrepreneurs aussi qui s'impliquent dans différentes organisations, que ce soit des chambres de commerce et autres, puis promettent des choses, puis finalement, ils ne le font pas. Fait que ça, c'est une leçon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je me suis investi, je me suis vraiment investi. Donc, comme il faut. Puis je dis tout le temps ça et aux étudiants aussi. Fait que, quand j'ai fait ça, il y a quelqu'un qui m'a remarqué à un moment donné. Puis, en tout cas, l'histoire est trop longue, je ne la raconterai pas, mais il m'a dit, OK, ce gars-là, il a des habiletés pour politique. Mais moi, j'aimerais ça la connaître, l'histoire, moi. En fait, il y a eu un putsch. Un putsch sur une présidente qui était mon amie à l'époque. Et puis, c'est-à-dire qu'ils étaient élus, puis ils l'ont tassé. Tu sais, les assos étudiantes, c'est quand même pas une petite association, là. C'était 12 000 étudiants, un demi-million de budget par année. Tu sais, c'est quand même, c'était sérieux, là. Et puis, ils l'ont tassé pour différentes raisons. Et en fait, des raisons qui n'étaient pas valables, qui étaient injustes. Puis l'injustice, ben, je m'en ai mêlé parce que comme j'avais été beaucoup impliqué, je la mentorais un peu. Et avec mes interventions, puis avec d'autres, avec les contacts que je m'étais fait autant dans les professeurs et autres, on a changé ça. Puis la personne, c'était le directeur du service de placement de l'UQAM. Puis j'étais allé le voir aussi, tu sais, pour lui demander son avis. Puis il me dit, jamais tu vas réussir à faire ça. Je dis, ouais. Just watch me. Regarde-moi aller. Just watch me. Puis finalement, on verrait complètement la situation, puis elle a été présidente pour le restant de l'année. Wow. Puis lui, il n'a pas oublié ça. Puis lui, il m'a dit, je vous dirai après c'est qui. Il me dit, écoute, on cherche quelqu'un. Lui, il était impliqué sur le CA du regroupement des jeunes gens d'affaires du Québec. Gens d'affaires, c'est l'ancêtre, s'il veut, l'association du regroupement des jeunes chambres de commerce. Tu as un profil économique, je vois que tu as visiblement des bonnes habiletés politiques. Pourquoi ça ne t'intéresserait pas? On cherche un directeur général. Moi, je me dis, regroupement des jeunes gens d'affaires du Québec. J'avais fait des applications au gouvernement comme économiste, à la Banque nationale. Dans les deux cas, ils voulaient me passer en entrevue. Mais ça me chicotait. Là. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était une poursuite de mes assos étudiantes. Puis le fait... Il y avait le côté humain aussi, peut-être plus fort que si tu aurais été dans un milieu bancaire. Alors, oui, puis je ne me voyais pas dans un milieu bancaire. C'était plus payant, c'était plus sûr. Puis, à l'époque, c'était tout petit, l'association. Il avait ramassé des sous, mais le revenu annuel, c'était 42 000 OK. Et mon salaire annuel qu'il m'offrait, c'était 42 000 OK. Fait que là, j'ai pas de bureau, j'ai rien. Oui, là, tu pars de rien. Fait que, c'est ça que j'ai choisi pareil. Wow. Fait qu'il dit, on a pour 2-3 ans de fonds où tu pourrais faire des déficits parce qu'on a prévu ça, mais il va falloir que tu te rembourses. Expérience entrepreneuriale, ça, c'est vraiment ma première expérience entrepreneuriale où j'ai dû trouver des revenus supplémentaires, mobiliser des équipes, des bénévoles, là, c'était des bénévoles éventuellement. Et c'est devenu le regroupement des jeunes chambres de commerce, ce que c'était aussi à l'époque, mais on prenait des clubs entrepreneuriales et autres. Et 7 ans plus tard, on était plus dans les proches du million de revenus, puis des employés. Fait que ça, c'était vraiment pour moi l'école où j'ai appris à être un entrepreneur.
Wow! Mais je ne connaissais pas cette histoire-là, moi. C'est bon. Et dans tout ça, dans le fond, là, tu fais aller ton réseau parce que là, c'est basé sur des gens, les connexions. Ben, effectivement, parce que c'est là que je me suis aperçu aussi que l'entrepreneuriat, c'était aussi fait pour, pas juste pour les... Moi, j'imaginais les gens qui voulaient prendre beaucoup de risques. C'était un peu ça. Puis, j'ai fait des missions commerciales. J'ai organisé des missions commerciales. Là, j'avais des gens comme Martin Thibault, qu'on a un ami en commun, Charles Desjardins, Éric Chouinard, des gens que tu connais, qui venaient, puis à qui je parlais, puis je discutais, puis je me dis, c'est pas vrai que les entrepreneurs, c'est tous des gens qui prennent tous les risques ou qui travaillent 90 heures par semaine. Puis je me suis dit, ben pourquoi je ne ferais pas ça moi aussi? C'est un peu ça. Fait que là, tu te crées un réseau. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de politiciens parce que il y avait un aspect beaucoup de lobbying. C'est là que j'ai rencontré mon amie Françoise Bertrand, qui était la PDG de la Fédération des chambres de commerce. Bref, tu rencontres un paquet de gens. Tu as cette chance-là parce que tu représentes la relève entrepreneuriale. Puis là, ben, j'ai grossi mon réseau grâce à cet emploi-là que j'ai adoré d'ailleurs, qui a duré 6 ans, presque 6 ans en fait. Presque 6 ans. Puis après 6 ans, qu'est-ce qui se passe? Bien, à un moment donné, ben, tu n'es pas jeune éternellement. 2, c'est une roue. Hein? Dans les associations, c'est toujours la même roue. Donc, puis on recommence une autre année, on recommence une autre année. Je dirais que peut-être la dernière année, je l'ai trouvé difficile parce que là, c'est du nouveau monde. C'est du monde. Fait que là, j'avais l'impression que je réexpliquais toujours les mêmes affaires. J'avais moins de patience, de un. Et clairement, tu vieillissais. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai moins de patience. Donc, je me dis, ben, c'est le temps de sauter. Nouveau défi. Nouveau défi. Mais j'étais pas capable de chercher pendant que je faisais ça. On dirait que moi, c'est tout un ou tout l'autre, là. Donc, j'ai vraiment quitté sans avoir rien. Tu sais, quelqu'un qui m'avait fait cette image-là, tu sais. Là, tu es dans une liane, là, mais il va falloir que tu sautes pour en prendre un autre. Là, puis là, tu vas être dans le vide pendant un bout de temps. Je trouvais que l'image était bonne. Puis c'est rare, les gens. Tu sais, les gens, ils essaient de tout faire en même temps. Ils se brûlent, sont moyens dans quelque part, puis ils continuent, puis sont moitié. Tu sais, là, toi, je le vois tout de suite de par ton profil. Quand tu fais les choses, tu t'investis à fond, puis tu vas le faire avec tout ton cœur, puis tu vas donner ton maximum. Fait que c'était comme logique, mais ça doit pas être facile non plus de se lancer dans le vide, là. Tu sais, ça devait être quand même un défi pour toi, non? Bien, oui puis non, parce que j'ai quand même surveillé mes arrières, c'est-à-dire que j'enseignais. OK. Fait que je me suis dit, au pire, je vais essayer de prendre plus de cours, parce que c'est pas si évident que ça, là, de faire plus de cours quand on est à l'université. Il faut apprendre l'ancienneté, puis c'est très normé. Mais quand même, j'ai quand même un revenu de base. Oui. Fait que ça m'assurait... j'ai sauté d'une liane à l'autre, mais disons que j'avais un beau filet quand même. Je n'étais pas pour me faire mal complètement. La seule chose, c'est que, bien honnêtement, tu es directeur général du regroupement de jeunes chambres, les gens te demandent plein ton avis, tu es invité à siéger sur tes conseils d'administration intéressants. Tout ça, je me retrouve avec rien. C'était pas mal plus ça qui me faisait peur. Peut-être tout le monde attendait qu'est-ce qu'il va faire, Éric Paquette. Là, oui, c'est ça. Le directeur général, il va faire quoi là, maintenant? Là, parce que il était à la tête de tous ces jeunes gens d'affaires-là. La notoriété est là. Moi, c'était plus cette pression-là, peut-être un peu d'orgueil là-dedans, là, pour être honnête. J'avais ça aussi. Là. Mais peut-être que je pourrais te parler de l'histoire des bleuets, en fait. Oui, raconte-moi ton histoire des bleuets. J'aime ça, oui. Ouais. En fait, ça va me rendre encore plus humain, là, mais... On aime ça. On est dans l'authenticité, toi et moi, présentement. Oui. L'été, au regroupement des jeunes chambres, c'était beaucoup plus tranquille, comme dans beaucoup d'associations. L'été, les gens sont en vacances. Et dans l'émission économique, j'avais rencontré des gens qui faisaient de la distribution de bleuets sauvages. Puis, ils cherchaient quelqu'un pour développer, en fait, plus l'Ontario, puis les aider, puis, en fait, pour développer avec eux autres. Ils m'ont dit, bien, c'était tout petit, là. Ils faisaient ça l'été, puis ils disaient, on a des grandes ambitions, ça va être payant, viens. Puis je connaissais une des personnes déjà très bien parce qu'il m'avait enseigné, puis c'était quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, qui m'a beaucoup influencé à aller en économie, puis que j'aime toujours, d'ailleurs. Mais, il y a un mais, j'ai beaucoup investi, puis j'ai fait plein d'erreurs.
vraiment plein d'erreurs que je m'aperçois aujourd'hui, mais à l'époque, c'est la première fois où je rentrais dans une compagnie privée. Je me dis, bon, on va faire ça, puis éventuellement, je vais peut-être quitter, je savais que j'étais pour quitter le regroupement, mais je me dis, bon, je vais essayer l'été, c'est parfait, je vais prendre des vacances, puis je vais faire ça pendant les vacances, puis tranquillement, puis... Sauf que, j'ai embarqué, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup besoin d'argent, parce que dans ce type de marché-là, où tu fais de la distribution, tu dois acheter avant de vendre, dans des produits périssables, etc. Donc, il y avait beaucoup de besoin d'argent. Fait que c'était pas mal plus ça, je pense, qui venait chercher avec le recul, que, peut-être un peu mon expertise parce qu'il m'avait vu aller dans l'émission économique, tout ça, mais je pense qu'il y avait vraiment besoin d'argent. Fait que je fais un beau chèque de plusieurs milliers de dollars, parce que j'y croyais, parce que j'avais confiance. On fonce. Ben oui, on fonce. Puis dès le début, je voyais que c'était payant aussi. Je voyais que ça fonctionnait bien. Puis commençais à développer l'Ontario. Mais jamais, j'ai été 2 ans dans la compagnie, parce que l'hiver aussi, on a commencé à... il voyait grand, mais moi, je décidais de rien, parce qu'il y avait déjà un président. J'ai joint une équipe, là. Il y avait déjà un président, il y avait déjà ces 2 personnes-là qui étaient là. Puis là, les 2 nouveaux actionnaires qui sont arrivés, actionnaires, on n'a jamais été finalement, là, mais bon. Mais on avait l'impression que je décidais de rien, je ne voyais pas de chiffres. Tout ce qui est transparence, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait un des associés qui mentait aux clients. Il leur faisait croire des choses. Et tout ça, ça allait... Moi, j'avais une vision long terme, de valeur, gagnant-gagnant. Puis la vision n'était tout simplement pas en connexion avec la mienne. Puis je me dis, s'il ment comme ça, qu'est-ce qu'il me dit? Moi qui n'ai jamais vu de chiffre, ça fait plus qu'1 an, puis je demande, puis que t'as pas, on fait de l'argent. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y avait des idées de grandeur. On a loué un gros kiosque à l'année longue dans un des marchés. Et puis, on s'est aperçu qu'il voulait que je réinvestisse de l'argent. Puis là, j'ai déjà passé sans être payé beaucoup de temps, de l'argent. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas pareil. C'est une belle leçon. C'est ça. Ben oui, il faut essayer des choses pour apprendre aussi. Les valeurs d'une personne, quand les gens cherchent des associés, là, c'est l'affaire la plus importante. Souvent, on entend ça, on dit il faut que ça soit complémentaire, il faut que vous... C'est vrai, là, c'est tant mieux là, si vous êtes complémentaire, mais t'as bien beau être complémentaire puis d'avoir des forces différentes. Si les valeurs ne sont pas alignées, ça ne fonctionnera pas. Puis ça, c'est tellement... La puissance des valeurs, ça change. C'est l'ADN, là, ça fit ou ça fit pas. Là. Tu peux pas le changer. Là. Fait que ça, tu as appris ça, puis déjà là... Puis surtout toi qui viens d'un environnement où tu bâtis un réseau, des connexions, le partage, l'humain est important dans tout ce que tu fais. Fait que là, mauvaise expérience... J'ai fait bien des erreurs aussi. Là. J'aurais dû tenir mon bout, avoir plus de leadership, tout ça, mais bon, je ne l'ai pas fait, mais t'apprends. T'apprends, puis je me dis, c'est pas si pire, là. Ça a coûté quelques milliers de dollars, puis du temps, mais c'est une bonne formation. C'est ça. Puis, tu sais, à quel point c'est juste de l'argent, là. Dépend comment on le prend, là. Puis, t'es bien, puis regarde aujourd'hui, là. Tu sais, fait que ceci dit, fait que là, c'est le fun que tu partages ça parce que souvent, on peut voir l'individu, puis on va dire, Éric, ce succès, mais... C'est encore tabou, hein? C'est encore tabou. Oui. Les Américains, mais on le dit souvent, mais les Américains, c'est bien vu, là, d'avoir eu des embûches, d'avoir fait des faillites. C'est tellement... Je sais pas qu'est-ce qu'on a, là. Je n'ai jamais étudié ça, mais le Québec, on est vraiment l'échec, là, on dirait que c'est impardonnable. Oui. Mais moi, je n'ai pas peur de le dire. Je le dis parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est la somme de nos expériences. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît un certain succès. Parce que je suis pas sûr que j'avais vécu ça. J'avais pas vécu ça. Oui. En fait, une phrase que Martin Thibault m'avait dit justement quand on est allé manger ensemble. Là, Martin, il va être bien trop flatté. Là, ça fait trop... des fois qu'on en parle. On en parle. Mais il m'avait dit, tu sais, quand je me suis partie en affaires, les gens te regardent et disent, ah ouais, tu te pars en affaires. Puis là, quand tu arrives, tu as un certain succès, les gens, on sait bien, lui, il est chanceux. Ouais. Mais il y a tellement une histoire, puis un travail derrière ça, puis t'es fait tes accrochages, puis c'était pas facile, tu sais, mais en bout de ligne, tu sais. J'en ai mis du temps. Je savais que j'avais un but, tu sais, en donnant autant de temps. Au regroupement, j'étais pas vraiment pas bien payé, là, on s'entend. J'ai mis du temps, mais je me suis dit, je bâtis quelque chose, je faisais un investissement. J'étais bien payé, puis c'était correct, là, mais je veux dire, c'est pas là où je me suis enrichi, là, pas du tout. Mais je me suis enrichi en termes de réseau,
d'une façon incroyable. Exact. Ouais. Et là, on sort de cette aventure-là. Et là, quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe après, là? Bon. On est rendu en 2013, là? Ben, oui, on arrive en 2013. OK. 2013, où j'ai quitté l'emploi. Il y a... en fait, juste avant 2013, il y a un passage quand même important parce que il y a un ministre avec qui j'avais négocié notamment... les gens ne m'aimeront pas, mais j'avais négocié une hausse de taux pour le régime d'assurance parentale. OK. Parce que je siégeais sur le conseil d'administration, j'étais vice-président du conseil. Et comme la présidente du conseil, c'est une fonctionnaire, ben c'est pas elle qui va négocier avec le ministre, c'est son patron ultime. T'sais. Fait que c'est moi qui avais négocié ça, puis c'est M. Hamad, en fait, qui était ministre de l'Emploi et du Travail à l'époque, et de la Famille, je pense, avec qui j'avais négocié, puis Lucie, je l'avais invité quelques fois que je le voyais, puis il m'a invité éventuellement à joindre son cabinet quand il a su que j'avais quitté. Et ça a été une expérience incroyable. Elle était courte, là. J'ai été à peine un an avec lui. Comme conseiller politique? Comme conseiller politique au cabinet, au sein du cabinet. Et je l'aimais bien parce que c'était un entrepreneur, justement. Tu sais, c'est vraiment... M. Hamad, c'est vraiment un entrepreneur. Et puis, je trouvais que c'était un fighter, comme on dit en anglais. Puis, j'appréciais ça de lui. Puis, il m'a fait confiance. Déjà là, il m'a fait confiance et j'ai eu des expériences. J'étais allé à Davos, au Forum mondial économique. Et puis, j'étais là quand M. Charest, le président d'Investissement Québec, M. Hamad rencontraient les plus grands chefs d'entreprise de ce monde. J'étais là, moi. Bon, j'étais dans le coin, je prenais des notes. Oui, mais pas grave, t'étais là pareil. Mais si t'apprends, sur le leadership, t'apprends sur comment ça se passe, ces projets-là, comment on attire les investisseurs au Québec. J'ai appris d'une façon fulgurante aussi. Pendant cette année-là, j'ai fait des missions économiques. J'étais allé... Qui va en Arabie Saoudite? Ben, moi, j'étais allé pour faire une mission économique. On a fait une mission économique dans le Moyen-Orient. Fait que j'ai fait ça. C'est des expériences incroyables aussi. Fait que encore dans l'expérience. Ouais. Et là, ben, vous savez, conseiller politique, ben, ça reste pas longtemps, surtout quand il y a des élections. Puis là, Mme Marois prend le pouvoir. Donc là, je me retrouve vraiment juste à aller enseigner. Et c'est là, je vais faire le lien avec ce que je racontais plus tôt, c'est là où le directeur du service de placement, qui m'avait amené comme directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce, m'appelle, me dit, écoute, ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble parce qu'il avait été président, lui, du regroupement des jeunes chambres pendant 2 ans. Moi, j'étais son directeur général. Donc, on avait travaillé ensemble. Il dit, pourquoi on ne part pas quelque chose ensemble? Et est né l'Institut Leadership, puis encore aujourd'hui, c'est mon partner. Wow! Sébastien. Donc, Sébastien, c'est ça. Parce que, et c'est-tu le fun, hein? Moi, c'est ça qui me fascine, des histoires comme ça. Tu sais, tu rencontres quelqu'un dans ton parcours, puis là, tu le recroises 3-4 ans plus tard, 10 ans plus tard. Hey, on se part-tu? Parce que là, c'est quasiment, tu sais, ce chemin-là, c'est quasiment 10 ans plus tard, là, non? 2005 à 2013. C'est 8 ans, c'est ça? Ouais. Fait que 8 ans plus tard. Puis là, ça ressemble à quoi vos rencontres? Parce que vous êtes deux créatifs, là, deux personnes qui ont des idées en ébullition. Ouais. Bien, première des choses, c'est que comme on est enseignant, puis on veut pas tout risquer pour se partir une entreprise, on dit on va faire quelque chose pour le fun. Parce on avait envie de travailler ensemble. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas travaillé. Moi, les 2 premières années comme DG du regroupement, j'ai été avec lui. Puis il me dit, tu sais, on connaît l'enseignement. On a des contacts. On a vu des conférences ensemble incroyables. Je me souviens d'une époque où il y avait Lucien Bouchard qui était venu à la Chambre de commerce de Montréal, à Toast et Confidences, puis on est autour d'une table, puis on jase avec Lucien Bouchard. Puis encore aujourd'hui, j'applique des trucs de leadership que je me dis, des fois, tu n'as pas besoin de passer 45 heures. Là. Des fois, tu passes 1 heure avec quelqu'un qui t'apprend, tu retiens 2-3 petites affaires, là, une petite pépite d'or. Exactement, j'aime ça, pépite d'or. Fait qu'il y avait tout ça, tu sais, mais c'est qu'est-ce qu'on enseigne? Fait qu'on commence à regarder, qu'est-ce qui s'offre? Puis moi, je dis ça à mes étudiants quand je leur explique les types de marchés en économie. Ben, tu ne veux pas être dans un marché parfaitement concurrentiel, ou en tout cas, tant qu'à partir d'une entreprise, tu veux créer de la valeur, fais pas ce que les autres font. Oui. Puis là, on se met à rencontrer, peut-être une 50aine de personnes chacun dans nos contacts, avec mon réseau, avec son réseau, parce que Lucien avait quand même un très bon réseau.
Puis on leur dit, on a envie de faire de l'enseignement, on a envie que ça touche la gestion, puis souvent on se fait dire, ben, la dernière chose qu'on a besoin, c'est une autre école de gestion, puis une autre formation. Il y a trop d'offres. Il y a vraiment trop. Souvent, on s'est fait dire ça. Je dis, ouais, mais moi, je veux faire quelque chose de différent. Oui. Fait que c'est ça. On regarde qu'est-ce qui existe, on regarde où il y a un manque sur le marché. Puis, comme économiste, ben, je regarde les grands facteurs macroéconomiques. C'est dans ma nature. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Ben, c'est encore le cas. Changement démographique. Ça fait quoi, ce changement démographique? Ça veut dire que les gens prennent... Il y a plus de monde qui partent à la retraite que des gens qui arrivent. Fait que là, il y a des gens, les plus jeunes, qui ont moins d'expérience, qui sont appelés à prendre des postes de direction plus rapidement qu'avant, beaucoup plus rapidement. Fait que là, déjà là, ces gens-là, est-ce qu'on peut les cibler? Est-ce qu'il leur manque de quoi? Parce qu'ils sont mieux formés, c'est vrai, que les générations d'auparavant, mais qu'est-ce qui leur manque? Et là, quand on pose la question à beaucoup d'employeurs, beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont des chefs d'équipe, nous disent, ben, il leur manque les compétences humaines parce que les compétences techniques, ils ont toutes, sont bons. Souvent, on les prend parce qu'ils sont bons, mais quand ils arrivent à mobiliser, puis l'interaction, puis l'intelligence émotionnelle, il y a vraiment un manque. Fait que déjà là, on a notre sujet. En tout cas, on a un peu de notre sujet. Là. On a une piste. Deuxième chose, j'étais dans mes facteurs macroéconomiques, les gens, les familles sont maintenant, les deux travaillent. L'aspect de la conciliation de travail. Donc, les gens ont moins de temps, c'est ce que je veux dire. Tu sais, le temps, c'est rapetissé. Donc, si tu veux faire de quoi, ben, il faut que tu ailles directement au point, puis il faut que ça soit assez court. Fait que, d'où le programme court. Autre chose que moi, j'avais, là, c'est moins dans les facteurs macroéconomiques, mais quand j'enseigne à l'université, tu sais, on a quand même un plan de cours, on doit voir beaucoup de théories, mais à chaque fois que je raconte des histoires, parce que j'avais des histoires sur les missions économiques, je vois les étudiants, puis encore aujourd'hui, le storytelling, pour moi, est un aspect important de l'apprentissage. Et tout ça est né notre programme de leadership. Puis le premier programme qu'on a fait, on l'a dit, on le fait, puis moi, je veux le suivre, là, tu sais, on veut le triper. Fait que si on va faire ça, notre but, c'est, on va faire ça quelques fois par année, on va faire un peu de sous avec ça, mais on va surtout s'amuser, puis on va garder ces contacts-là. Tu sais, des gens qu'on a rencontrés dans nos expériences passées, que ce soit au cabinet ou au regroupement et autres. Puis, on va avoir du fun. Puis la première séance, ça se passe pas tout à fait, tu sais. OK, on a des intervenants, mais il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons. Notre salle est trop petite, il y a plein de défauts, puis moi, je suis vraiment piqué ces détails pour ce genre d'affaires-là. Puis là, on se dit, bon, la première cohorte, c'est correct, elle n'est pas parfaite, mais au moins la deuxième, parce qu'on avait déjà une deuxième en branle, puis il y avait déjà des inscrits, la deuxième, on va tout corriger ça. Mais après la première cohorte, plus beau jour de ma vie professionnelle, on faisait ça le samedi à l'époque, là, il y avait 7 jours au lieu de 6, là, mais il y avait un avant-midi le samedi où on faisait un examen, on fait plus ça. Puis là, on prend un verre avec les gens, puis là, les gens viennent nous voir, les participants, à notre première cohorte, plein d'affaires à améliorer. Là. Meilleure formation à vie. Eric, c'est incroyable. Puis là, moi et Sébastien, on se regarde, puis on dit, oh, je pense qu'on détient quelque chose. Oui. Là, nos yeux, c'est là qu'on a décidé d'en faire une business. C'est vraiment après parce qu'au début, c'était... On va faire ça quelques fois, ça va être à temps partiel. Fait qu'on a créé un programme avant de créer une business. Qui existe toujours, ce programme-là, qui est comme le programme vedette de l'Institut, qui est la certification de leadership et habilité de gestion, c'est ça? Exactement. Direction, mais de gestion. Oui, OK. C'est vraiment un mélange de soft skills pur, là, dans le sens où on réfléchit sur notre leadership, tout ça, mais il y a aussi des aspects très techniques parce qu'on ne veut pas non plus en faire des preachers ou des coachs de hockey, c'est pas ça. C'est vraiment axé sur la gestion. Donc, le leadership, mais dans le contexte de la gestion d'entreprise ou d'organisme. Et c'est là quand tu dis là, la fameuse communauté ou le network là, dans
dans ces cohortes-là, là, je pense que c'est Bernard Landry. Il y a plein de gens qui viennent témoigner un peu du leadership. C'est ça le concept, contrairement de suivre un cours à l'université. Puis, dans votre... Fait que, explique-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas cette certification-là. C'est quoi la certification? Ouais. C'est bien que tu me poses cette question-là, Cléo, parce que, en fait, notre image, puis des fois, on a de la misère avec ça parce que c'est sûr que nos personnalités de renom, ben ça fait en sorte qu'on est connu, puis ça fait en sorte aussi que des gens qui disent « j'ai envie d'aller entendre ça », puis c'est bien correct, là, c'est parfait. Sauf qu'il y a un gros aspect de la formation. En fait, la majorité des heures, ils sont passés avec des formateurs. Donc, c'est vraiment de la formation. Fait que, c'est pas un colloque où on va aller attendre une conférence une après l'autre, là. Il y a vraiment un fil conducteur, c'est des formateurs. Pédagogique, comme vous avez, qui est important pour vous. Mais là, c'est toujours ça. Je veux être la Ligue nationale de la formation. Je veux avoir les meilleurs formateurs. Ouais. Et ça, c'est certain. C'est ça notre valeur ajoutée. Sinon, il y a des très bonnes écoles de gestion qui existent déjà dans les universités. Fait que moi, j'ai la chance, on a cette flexibilité-là, même si on est associé avec Concordia. Elle nous laisse la flexibilité d'aller chercher qui on veut. Fait que ça peut être quelqu'un des HEC, ça peut être quelqu'un qui est pas dans une université, qui est un praticien, ça peut être une Cléo Maheu. Donc, on a, fait que, il y a une diversité d'intervenants. Fait que chacun leur expertise. Fait que, la personne qui fait les communications, elle ne fait pas les habiletés politiques, elle ne fait pas la mobilisation des équipes. C'est des experts de chacun qui sont très pratico-pratiques. Et les personnalités de renom, elles viennent témoigner. Donc, ça peut être dans le milieu de la journée, à la fin de la journée, mais elles vont témoigner de leur expérience. C'est quoi leur vision du leadership? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme embûche dans leur carrière? Le fameux storytelling qu'on a le goût. Exactement. Ouais. Puis ça, les gens s'accrochent à ça. Ça vient solidifier. Ça vient... Je ne sais pas comment le dire, là, mais ça la vraiment... C'est la colle pogne parce qu'il y a beaucoup de choses que dans... Puis, tu sais, on leur dit pas quoi dire, là, aux personnalités de renom. Ils savent quoi. Ils racontent leur histoire avec mais il y a plein de liens à faire avec la formation. Puis c'est ça qui est merveilleux. Oui. Les gens, ils viennent faire ce lien-là, puis ça donne toute la crédibilité. Parce que c'est ça qui amène, hein? Il amène la crédibilité parce que les gens ont réussi des choses. Oui. Puis ils s'aperçoivent que, comme moi, ils ont eu des échecs. Puis... La vie, c'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne droite, exactement. Les entrepreneurs qui nous écoutent le savent. Hein? Oui, tellement. Puis le programme, parce que moi, dans le fond, dans le cadre de mon travail, souvent, j'arrive dans des équipes de direction. Puis ce que j'aime de l'Institut, c'est que ça s'adresse à des gestionnaires. Donc, des gens, tu sais, c'est vraiment fait pour des leaders, des gens qui sont dans un nouveau rôle de gestion, qui doivent développer ces fameux soft skills-là. Oui. Et moi, ça m'arrive, tu sais, moi, je vais coacher en planification stratégique, je vais travailler sur les habiletés de gestion. Mais à un moment donné, il y a un nouveau gestionnaire, puis souvent, c'est ça qui arrive. Le gestionnaire va être, mettons, le spécialiste de l'estimation, puis là, finalement, il devient, directeur de l'estimation, mais là, il gère une équipe de 4-5 personnes, exact. Puis il l'a pas après école, ça, tu sais, il a fait un bac en finance ou tout ça, et là, l'Institut, avec votre programme, c'est assez intensif maintenant. C'est combien? C'est 6 jours, mais ça peut être, tu sais, on a différentes formules, où c'est 2 fois 3 jours. Il y en a que c'est 6 jours consécutifs. Maintenant, avec les virtuels, ça peut être étalé sur 3 semaines. Okay. Mais on veut que ça soit quand même condensé pour que vraiment il y ait un fil conducteur, comme je vous dis. Puis il y a vraiment une réflexion, un travail intégrateur. Ça, c'est important pour nous aussi, là. C'est pas juste on est bien motivé, puis on sort de là, puis finalement, 3 semaines après, on oublie, puis 3 mois, ben, on a complètement tout oublié, là. Oui. Donc, il y a vraiment un travail intégrateur où les gens doivent réfléchir. Puis c'est un peu ça, hein, parce qu'il n'y a pas de recette parfaite au leadership, là. Il n'y a pas un modèle. Fait que, qu'est-ce qui s'applique à leur réalité? C'est ça le travail intégrateur. OK. Des fois, il y a des gens, ça leur fait peur. Non, c'est toi là, qui vas juste t'exprimer sur toi. Je ne suis pas en train de corriger comme je corrige un examen d'économie. Là, c'est pas ça du tout. Je ne suis pas en train de voir est-ce que tu as pensé à telle affaire. Non. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce tu vas regarder dans ton baluchon, qui va te servir dans ta vie, puis comment, surtout, tu vas t'assurer pour que ça reste, que ça s'implante. Des petits gestes tranquilles, petit, longtemps, constant, comme on dit, là.
Donc, c'est ça que sert le travail intégrateur. Puis là, c'est drôle parce qu'on a reçu sur notre podcast Vincent Mayotte, qui était juste ici avant toi. Et c'est ça qu'il disait, moi, je l'ai fait, l'Institut. Il dit, j'ai fait le programme, j'ai besoin de développer mes habiletés de gestion. Il dit, j'ai aimé ça. Tu sais, c'est comme, ça donne un momentum. J'ai d'autres clients, les Habitations Bordelot, qui, eux, ont fait l'Institut aussi. Là, ils ont découvert Martin. Martin a parlé de moi. Fait que là, on se renvoie la balle. Mais ça a été des game changers pour eux autres. C'est de prendre la pleine puissance de leurs habiletés qu'aujourd'hui, tu n'as pas le temps quand tu es dans ton quotidien puis tu es dans ta job. Fait que vous avez créé cet environnement-là. Puis là, maintenant, il y a différents modèles adaptés aux besoins de chacun. Oui, on a développé... on a développé des différents programmes parce que là, on est rendu à 3000 diplômés. Plus de 3500, tu disais. Mais je calcule juste le leadership. Oui. On est rendu à 3000. Ça commence à faire du monde là, qui ont suivi notre formation. On est très fiers d'ailleurs. On n'a même pas rêvé à ça au début. Puis au-delà de la certification, ce que j'entends, moi, des gens qui vont puis qui passent par... C'est le réseau aussi, puis des pairs. Tout à fait. Puis nos profs, là, en fait, nos intervenants nous disent, mais coudonc, où c'est que vous allez chercher votre monde? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Mais parce qu'il n'y a pas nécessairement de critères. On dit à qui ça s'adresse. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, puis ils fonctionnent beaucoup avec l'instinct. Eux, souvent, on se fait dire, OK, il y a des choses que je fais vraiment bien, ça me rassure. T'sais. Déjà, c'est le fun pour eux autres. Mais il y a des trucs que je n'avais pas pensé auxquels je peux appliquer. Fait que, il y a de tout, mais le réseau t'apprend des intervenants, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail pratique qui se fait entre pairs, là, que j'appelle. Oui. Et là, il y a des échanges incroyables là, qui se font. Puis le réseau reste. Il y a des gens qui se parlent. Ça fait... Moi, j'en ai là, que je connais qui fait 6 ans maintenant qui ont fait la certification. Ils sont 4-5 là, entrepreneurs, ou en tout cas, c'est pas des entrepreneurs, mais des gestionnaires. Puis ils disent, ah oui, hey, on se voit encore, on va luncher ensemble. Puis c'est le fun. T'sais, en 6 jours, c'est fou, là. Oui, comment l'impact que ça peut créer. Tu sais, quand tu parles des vraies affaires, puis que tu te reconnais dans quelqu'un d'autre, puis il vit les mêmes choses que toi. Puis, tu sais, les gestionnaires, ils n'ont pas de place pour ça. Ils sont pris dans le sandwich, là. Oui. Il y a des clubs d'entrepreneurs, puis de chefs d'entreprise, puis mais gestionnaires, c'est plus rare qu'il y a ça, puis c'est ça qu'on leur offre. C'est cette plateforme-là où ils peuvent se rencontrer et échanger. Puis, es-tu d'accord que, tu sais, moi, je le vois là, dans l'évolution du leadership, puis une tendance, puis j'aimerais ça que tu me la confirmes avec ton expérience, c'est qu'aujourd'hui, l'avancement ou la croissance d'une organisation ne peut plus se passer à un niveau supérieur. Ah, c'est clair. Il faut tellement cascader, impliquer, que les gens sentent qu'ils ont une contribution, leur donner une clarté de vision, leur donner un sens vers où ils vont s'en aller. Et ça, je pense que c'est un élément important que l'Institut va apporter, mais les gens ont besoin de ça. Tu sais, le fameux, et le goulot numéro 1 en croissance, je dis tout le temps, c'est le développement du leadership. C'est ça le plus gros goulot. En tout cas, j'y crois assez pour avoir fait une business là-dessus. Mais, tu sais, la mobilisation, là, il y a 3 axes. C'est pas, pour moi, là, je vais juste répéter ce qu'un de nos intervenants dit, là, Richard Chénier. Le sens, tu en as parlé, là. Le sens... Es-tu sûr que les gens savent pourquoi ils font les choses? Le pourquoi, là, il y a Simon Sinek qui a beaucoup parlé de ça. Mais effectivement, là, le sens, où on s'en va, pourquoi, il y a quelque chose de plus pire que de faire travailler sur quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Là. Non, le sens, ça, c'était les trois piliers là, de la mobilisation, de la motivation, moi, je dirais. Le sens, les outils. On oublie ça, mais est-ce que, c'est là qu'on va aller, c'est là qu'on s'en va, mais si t'es pas équipé, est-ce que les gens sentent qu'ils sont équipés pour le faire? Est-ce qu'ils sont appuyés? Est-ce que, as-tu besoin d'un cours à l'Institut de leadership? Tu dis oui, mais faut que les outils suivent le sens. Et là, après ça, tout ce qui est culture, l'entreprise, on se sent bien, parce que c'est bien beau, on se sent bien, mais s'il n'y a pas d'outils, pas de sens. Fait que tout ça, ces 3 piliers, que Richard dit, qui se multiplient. Oui. Donc, c'est comme ça donc, c'est tout le temps ces 3, comme chef d'entreprise, là, c'est ces 3 piliers-là qu'il faut s'assurer. Tu sais, des fois, là, on est bien fort là, pour expliquer notre sens, mais les outils n'ont pas suivi. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Parce que ça se multiplie. Si t'es 0 à quelque part, ben, la motivation va être... ça me fait penser, tu sais, j'avais la conférence de Vern Harnish il y a quelques temps, le fondateur de Gazelle, puis
de Scaling Up. Puis j'aime la façon dont il l'approche. Il dit avant, on était drivé par des experts. On voulait des experts dans notre équipe. Puis là, ça me prend des experts, puis j'ai mon équipe d'experts. Mais il dit aujourd'hui, regardez l'évolution des modèles d'affaires, c'est par le modèle de crowd, donc que les gens sont impliqués. Fait que là, tu regardes Facebook, ben c'est le commun des mortels, c'est toi puis moi qui va publier, qui va renforcer ça. Bien, moi, ce modèle-là, on peut parler de Facebook, mais c'est exactement la même chose dans une PME. Tu as beau avoir une super claire, une belle vision là, mais si tu ne fais pas travailler tes gestionnaires les cadres intermédiaires, si tu les fais pas travailler, puis tu les fais pas travailler à leur niveau, puis que tu fais juste j'appelle ça du bottom-up, top-down, c'est-à-dire que tu travailles en silo dans chacune de tes unités d'affaires, mais que tu deviens très collaboratif juste à un niveau exécutif, c'est là qu'on manque le bateau. Ouais. Tous nos intervenants de renom, là, les personnalités, j'appelle de renom, mais en tout cas les personnalités qui viennent témoigner, c'est unanime. Oui. Si tu t'impliques pas l'équipe dans tes décisions, c'est toi, au bout du compte, qui va décider comme leader. Là. Oui. C'est toi qui as l'autorité pour le faire, c'est toi qui en es responsable, puis tout ça. Mais il faut que tu impliques tes gens dans la stratégie, dans du terrain jusqu'à en haut, là, mais j'aime pas ça, mais dire ça en haut parce que à cette heure, c'est beaucoup plus, c'est moins pyramidal. Oui, c'est très holocratique. Serge Godin parle beaucoup de leadership partagé. Là, c'est exactement ça. Oui. Puis, c'est pour ça que le leadership, puis les aspects de leadership, tout ça, il faut que ça s'enseigne, là, mais il faut que, peu importe le niveau, il faut que ça soit développé. L'esprit d'initiative, le courage de prendre des décisions, tout ça, là, ça se développe. Puis, dans les gens, justement, que vous avez, là, toute votre fameuse liste, là, de gens qui interviennent, là, tu nous as nommé, par exemple, une tendance que tu vois, là, d'unanimité, tout le monde va dire qu'il faut impliquer nos gens. C'est quoi les autres tendances? Oui, les autres grosses tendances que tu vois, là, les top tendances. Là, première chose, s'il y avait une qualité, ou en tout cas d'un bon leader, ou de quoi développer, là, si on l'a plus ou moins, c'est l'écoute. Oui. Écouter 2 fois plus que de parler, parce que 2 oreilles, une bouche. Donc, 2 fois. D'écouter, observer. L'observation, ça part par soi-même. Donc, de se connaître, de se voir aller, de se comprendre, c'est quoi nos boutons sensibles. C'est ça, là, pas mal tous les personnalités, les intervenants qui viennent à l'Institut vont parler de ça, puis vont d'ailleurs les faire travailler là-dessus. Première chose, l'écoute. Après ça, ben, c'est sûr que tout l'aspect des communications, donc apprendre à communiquer, on le sait, là, c'est le nerf de la guerre. La communication, c'est tellement important. On parlait de sens tantôt, mais communiquer continuellement. Donc, écouter, mais communiquer. Le courage. Je pense que c'est des incontournables. J'arrêterai là, mais c'est pas mal ça. Puis l'humilité, la générosité, pas mal des valeurs là, qui font les bons leaders. Hein, Des bons leaders. On retombe à la... Tu sais, dans le fond, là, si tu regardes le trend de tout ça, là, c'est qu'on revient à un leader qui doit être humain, qui doit revenir dans ses fondations, ses piliers à lui, là, de « OK, je me sens comment aujourd'hui? Quel genre de personne je veux être? C'est quoi mes intentions? Le courage, ben, je suis mieux de l'avoir, je vais montrer l'exemple. » Il y a toute cette notion-là. Puis vous décortiquez tout ça, puis vous outillez les gestionnaires quelque part. On l'a pensé comme ça aussi quand on a fait le programme de leadership. C'est quoi les qualités d'un bon leader? Puis on les a vraiment... Nos modules ont été séparés comme ça. OK. C'est quelqu'un qui a de la vision. Oui. Donc, on a un aspect stratégie. Quelqu'un qui communique bien, qui mobilise un aspect. Les habiletés politiques, on l'oublie, là, mais les habiletés politiques, l'influence, là, c'est souvent perçu de façon négative de nos participants. Puis quand ils sortent de la formation, ils disent « OK, j'avais jamais imaginé ça. » Bien, parle-moi de ça un petit peu plus, justement. En fait, c'est que dans tout, là, si on veut faire passer une décision, si on veut influencer, ça nous prend... Il y a un jeu politique qui se passe, qu'on le veuille ou non. Puis si on n'est pas capable de le reconnaître, ben on va être sacrifié. C'est un peu comme ça qui est enseigné. C'est Pierre Lenné, qui est un professeur incroyable, qui l'enseigne chez nous, mais
plein de petits trucs, de se faire des alliés. Puis ça, je l'ai vécu là, quand j'étais conseiller politique, là, puis même au regroupement des jeunes chambres. Puis d'avoir des alliés, c'est quand même, c'est une force, puis de savoir reconnaître, lire le jeu, c'est quoi l'intérêt de l'autre, es-tu capable de trouver son intérêt, c'est quoi sa perte, ses gains, sa perte. Tout ça, c'est une analyse, en fait, quand on présente un projet, peu importe lequel, bien ça, c'est bon pour tout le monde, là, que ce soit... c'est vrai pour les gens qui sont dans les organismes et qui font des revendications, mais c'est vrai aussi dans une propre entreprise. Tu veux convaincre les gens, tu veux les emmener de ton bord. C'est ça, les habiletés politiques. C'est pas... c'est pas... Parce que souvent, ça peut faire peur. Exactement. C'est ça. C'est un aspect important. Là, c'est vrai. Moi, je le vois comme le leadership d'influence, en fait. C'est comment tu t'équipes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Pierre-Marc Johnson a une définition que je trouve intéressante du leadership, c'est qu'il parle beaucoup de influencer sans contrainte. Oui. Il met beaucoup d'accent sur sans contrainte parce que des fois, on pense que, là, on parle de Poutine, que c'est un leader parce que les gens le suivent, mais c'est pas ça. Là. C'est pas un leader. Là, ça. Quand tu es forcé de faire quelque chose, sinon on te tue ou on te met en prison. Le leadership, c'est de plus en plus ça, on le sait, hein, avec les gens qui ont le choix là, d'aller d'une entreprise à l'autre. On le sait comment est le marché du travail. Il faut que tu sois habile pour les garder motivés, pour les garder dans ton équipe. La rétention de main-d'œuvre, là, c'est clé. Bien, puis tu sais, c'est ça. Les gens ne quittent pas une organisation, mais les gens pour qui ils travaillent. Là, c'est clair. Puis je trouve tellement que le leader directif ou dans l'ego, ça a tellement plus sa place. Là. C'est fini. C'est fini. Ben, je dis c'est fini. Il y en a encore, on s'entend. Il y en a encore. Heureusement, parce que je suis capable de vendre mes affaires. C'est pas vrai. Nos participants. C'est pas vrai parce que nos participants sont souvent ceux-là qui sont le plus ouverts puis le plus vulnérables et qui veulent apprendre. Parce que c'est la première chose d'un leader aussi, c'est quelqu'un qui a l'humilité de dire j'ai encore des choses à apprendre. Oui. Tu sais, la principale erreur que fait beaucoup de monde, puis c'est vrai pour les entrepreneurs aussi qui ont du succès, c'est qu'ils appliquent la recette qui les a amenés au succès. C'est correct, mais peut-être cette recette-là est plus valable dans 10 ans parce que le monde a changé. Puis, tu sais, toujours la même recette. Tu sais, s'il y a eu du succès en étant directif, c'est peut-être vrai dans les années 70, mais c'est fini, là. Moi, le meilleur livre que j'ai lu là-dessus, c'est le livre de Marshall Goldsmith qui dit « What you got here won't get you there ». Exact. Puis c'est ce qui t'a amené ici, c'est pas ça qui va t'amener là tellement demain. Vrai. Puis j'aime tellement les 2 points que Marshall dit toujours. Il dit dans le fond, un vrai bon leader, c'est quelqu'un qui a l'humilité de se faire aider puis qui est ambitieux. Parce que le leader, tu peux pas juste être empathique puis humain. À un moment donné, il faut que... Tu sais, la fameuse vision, puis pousser plus loin, là, tu sais. C'est pour ça que c'est un mix avec le courage aussi. Oui. Tu sais, ça prend du courage. Des fois, il faut que tu dises non aussi. Des fois, il faut que tu... mais tant que l'objectif que tu vas atteindre est louable, puis que c'est pas au détriment de personne dans ton équipe, ben... Il faut que tu prennes cette décision-là. J'aime ça, le leadership, c'est ça, sans contrainte. Influencer sans contrainte, c'est ça qu'on enseigne. C'est ça qu'on veut enseigner. Puis parce qu'il y a d'autres façons d'obtenir ce qu'on veut, là, on s'entend. Mais c'est pas de cette façon-là. Non, puis je pense aussi, c'est une de vos forces de par le réseau que vous avez, Sébastien et toi, c'est de toujours être à l'affût des dernières tendances aussi en termes de leadership, puis l'améliorer sans cesse votre programme, puis vous adapter à la réalité, puis tout ça. Mais ça vient beaucoup de nos intervenants qui, eux... nous, on le fait, c'est sûr, mais il n'y a rien de plus fort que des experts aussi. Des fois, il y a des experts dans leur domaine, ben, ils se mettent à jour. Puis, non, vraiment, c'est... c'est le fun. Fait que là, on a parlé des intervenants. Y a-t-il des histoires qui t'ont marqué ou des anecdotes dans l'enseignement de ces cohortes-là, des gens là, qui te disent là, « Oh my God, il y a eu un epiphany moment qui est arrivé de quoi? Y a-t-il quelque chose ou des gens qui ont eu des breakthroughs? » Là, je suis plein d'anglicisme, je suis désolée. Mais, oui, il y en a beaucoup. Une anecdote comme ça, il y a quelques années déjà de ça. J'avais parlé avec un vice-président ressources humaines que je connaissais. Il me dit « je vais t'encourager, là, je vais t'envoyer du monde. J'ai une directrice puis un directeur. Là. Je vais t'encourager pour... puis je vais les envoyer. » Je dis « Parfait. » Suivre la formation, tout va bien. Il me rappelle à peu près, donc 1 mois après la formation.
Puis là, j'étais content parce que je voulais avoir un feedback de comment c'était, est-ce qu'il a vu l'évolution. Fait qu'il m'appelle, il me dit, tu sais, Eric, ta formation que j'appellerais transformation extrême. Mais, tu sais, dans sa voix, je me disais, oh, c'est pas positif. C'est positif, c'est pas positif, exact. Puis à cette heure, je fais très attention parce qu'elle dit, ils sont tellement motivés, mais il faut qu'ils sachent que c'est les deux seuls là, moi, que j'ai envoyés. Là. Tout le reste de l'équipe ne sont pas allés. Là, parce que, là, ils veulent trop. Puis là, ils sont comme découragés. Là, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas changer les choses à l'interne. Puis ils veulent tout changer. Puis à cette heure, je fais cette anecdote, la nuance. Je le dis tout le temps à la fin de nos formations. Prenez votre temps. Parce que, tu sais, dans le fond, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Puis c'est vrai qu'on voit tous les meilleurs modèles. Puis mais il faut choisir nos batailles. Oui. Fait que, tu vois que déjà, ça a de l'influence. Il y a une entreprise de Moncton qui avait envoyé une personne qui nous dit, c'était une vice-présidente, après, il y a quelqu'un d'autre de la même entreprise qui est arrivé. Puis, c'est-tu une telle qui t'envoie? Elle dit, non, c'est son patron. Ça, oui, comment ça? Elle dit, elle a tellement changé avec ses employés, ça a tellement aidé. Les employés, ils ne la reconnaissent plus. Là, ils nous envoient toutes. Fait qu'on a tous eu les vice-présidents de cette compagnie-là. Fait que c'est des choses qui se passent, mais encore une fois, c'est pas moi là, qui fais ça. Puis ce que je dis, c'est les participants à quel point ils sont prêts à le faire. Oui. Parce que nous, on transmet des outils. Après ça, tu as bien beau avoir les meilleurs outils du monde. Si tu n'as pas envie d'utiliser tes outils, puis tu n'as pas c'est un peu comme construire quelque chose. Tu as bien beau avoir les meilleurs outils, c'est ce qu'on transmet, mais on n'est pas là dans le quotidien parce que c'est pas vrai qu'en 6 jours, puis on se fait souvent dire ça, oui, tu vas être un leader en 6 jours. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on vend. Là. Non. On vend des outils pour les amener ailleurs, donc pour les aider à accélérer leur qualité de gestionnaire, mais il faut qu'ils soient prêts à le faire. Sinon... sinon, ça va demeurer une formation, puis ça va être un beau 6 jours. Puis, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de la misère, des fois, avec des formations toutes faites qu'on donne à l'entreprise. Et là, les gens, moi, je trouve qu'il y a souvent du gaspillage d'argent. Il y a des choses peut-être qui sont super intéressantes, mais les gens, ils n'ont pas envie d'être là. Là, ils sont là, puis, ils payent la formation, ils ont du temps. C'est de l'argent qu'ils ne font pas pour... peut-être un peu plus quelque chose de personnalisé, qu'ils ont envie de faire. Puis c'est pour ça que moi, on vend notre formation aux gens qui veulent venir. Fait que souvent, c'est des gens qui demandent de participer ou qui ont le budget de le faire, mais ça change toute la donne. Oui. Bien, l'engagement à la base. C'est ça. L'engagement. Puis comme tu dis, il y a des... Puis faut être engagé réalistement. Des fois, il va y avoir des gens trop engagés, même s'ils ne vivent, mais tant mieux, tu sais, mais c'est ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Comme nous, dans l'approche Gazelle, j'enseigne au coach Gazelle. Tu dois avoir ça souvent, là train aussi. the trainer. Non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un président qui avait fait, tu sais, le top grading, quand tu classifies tes joueurs, tes A, tes B, tes C, tu sais, donc A, tu sais, vit les valeurs, est très performant dans l'organisation, C, ne vit pas les valeurs, pas performant. Et il avait congédié toute son équipe de direction d'une shot. Fait que là, OK, là, attends une minute, là, on peut y aller par étapes, on peut y aller... C'est ça, il y a des choses comme ça. Mais en même temps, bon, tout ça pour dire que quand tu as les bons outils puis tu vois clair, c'est de le faire de manière humaine. Là, c'est là qu'on va embarquer dans le leadership, là, tu sais, on parle beaucoup d'authenticité et tout ça. Là, on a parlé beaucoup du programme de leadership, mais il y a une évolution aussi avec l'Institut. Puis là, vous avez comme 8 programmes sur votre site web. Là, tu peux-tu juste en dire davantage pour ceux qui auraient de l'intérêt pour ça? Oui, mais en fait, on a parti du... Tu sais, les gens, à la fin de nos formations en leadership, ils nous disaient, OK, what's next? Parce que là, on aimait ça. Là. On aimait ça, l'Institut. Puis, tu sais, je dis pas ça pour... c'est vraiment ce que... C'est pas pour vanter le programme ou essayer de vendre quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on nous dit. J'avais l'impression, après 2-3 ans avant qu'on ait un nouveau programme, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai un artiste qui avait créé un succès, là, puis... un album succès, là, le premier album, puis après ça, le stress d'en faire un deuxième. Tu sais, c'était vraiment ça. Fait qu'on a sondé, en fait, OK, mais là, sur quoi vous voulez qu'on... Parce que là, faire un leadership 2, nous, on a tout mis le meilleur, là. Dans notre tête, c'est ça qu'on a fait. Fait qu'on on dit, il y a peut-être 2-3 sujets qu'on n'a pas vus, puis peut-être qu'ils seraient... Fait qu'on a fait le programme de leadership court. Ça en est un. C'est le premier qu'on a fait. C'est comme... C'est pas une suite, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde qui s'inscrivait là, qui n'avait pas fait leadership. Puis qu'on s'est dit, OK, on va l'ajuster pour que... Mais c'est d'autres sujets qu'on ne traite pas, parce qu'en 6 jours, on ne traite pas tous les sujets, mais qui
Même concept, avec des différents intervenants, avec des témoignages qu'on ne voit pas dans le leadership long, si on veut. Fait qu'on a créé ce programme-là. Après ça, on a créé un autre programme qui est un programme de stratégie, parce que c'est le numéro 1 dans les sondages. C'est le numéro 1 qui sortait pour dire, tu es bien placé pour le savoir, qui sortait pour dire, on veut se former là-dessus. Oui. On a fait un programme en stratégie qui fonctionne bien. Mais c'est vraiment pour répondre aux besoins de notre clientèle, parce que c'est nos premiers, c'est du repeat business, là, comme on dit. Oui. Mais après ça, tu vas chercher une nouvelle clientèle aussi, que c'est un sujet plus précis, qui leur parle plus. Bref, on a comme ça... Femmes leaders, parce que là, les femmes nous disaient, là, on veut se retrouver entre nous autres. Okay. On veut vraiment se parler de sujets où on va être plus confortable. Puis moi, je ne croyais pas, là, pour être honnête. Je disais, non, leadership, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas d'ethnie, ça s'applique à tout le monde. Puis je veux mêler le monde, tu sais, au contraire, mais j'avais beaucoup de pression de mon équipe. OK. Et puis, qui était une équipe pratiquement que de filles, de femmes. Mme Bertrand, qui me disait, là, je veux leur parler aux femmes. Puis, à un moment donné, j'ai fait, on va l'essayer. Puis, je me disais, OK, ouais, ils ont besoin. T'sais, je vois qu'il y a ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça puis qui font leadership aussi, mais vraiment, ils voient une valeur ajoutée. Fait qu'il y a Femme Leader, il y a Capital Humain, qui est notre nouveau bébé, vraiment sur les ressources humaines. Bref, on a 8 comme ça. Là. On a fait un pour les gens qui œuvrent dans le transfert d'entreprise. Mais ce qu'il y a de commun là-dedans, il y a différentes choses, mais ce qu'il y a de commun, c'est il y a toujours un aspect les Anglais disent soft skills, là, mais de compétences humaines. J'aime mieux dire compétences humaines, comme Benoît Chalifoux le dit aussi souvent. Mais effectivement, c'est toujours axé sur l'intelligence émotionnelle, même s'il y a des spécifiques. C'est que dans le fond, vous avez juste... Peut-être une stratégie qui est un petit peu différente, là, mais le restant, c'est... Oui, mais encore là, dans le fond, c'est que la croissance de l'Institut va y aller en fonction des besoins de ses participants ou de ses membres, mais vous avez une formule unique qui fonctionne. C'est ça. Puis elle va toujours demeurer avec les habiletés relationnelles. L'humain est au cœur de tout ce que vous faites. Vous allez les inspirer, former, outiller. Ils partent en pratique, puis il y a d'autres choses qui se développent. Ce qui est commun, c'est vraiment court, pratique, une diversité d'intervenants. Oui. Et on essaie d'avoir les meilleurs tout le temps, puis il y a des témoignages. Ça, c'est le modèle Institut Leadership. Puis on s'entend-tu que c'est ce que tout le monde a de besoin, tu sais. Puis il n'y a pas j'en connais pas au Québec d'autres organisations comme que ce package-là d'efficacité. Moi, je vais dire d'efficacité, de retour sur l'investissement quand tu parles de développement de leadership. Ah oui, définitivement. Non. Il y a des très bonnes écoles. Tu sais, j'aime beaucoup l'école d'entrepreneurship de Beauce. Tu sais, au début, ils disaient, OK, là, tu as des intervenants de renom. C'était les premiers à avoir vraiment où ils mettaient de l'avant des grands entrepreneurs, puis tout ça. Puis je sais qu'ils ont eu peur qu'on fasse ça à Montréal, puis ça, mais j'ai expliqué, non, j'ai loin... On n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Le Québec, c'est trop petit de toute façon. Il ne va pas avoir 2-3 écoles là, comme vous autres. On a une tranche qui est les gestionnaires, puis c'est ça. Exact. Parce que moi, j'enseigne à l'école, puis il y a beaucoup de... Le défi, c'est que l'entrepreneur est là pendant un certain temps, mais comment il amène son équipe? Mais c'est ça le défi, là. Il n'est pas capable d'amener son équipe. Fait que là, c'est là que vous êtes très complémentaires dans vos approches. Moi, je le vois tout simplement comme moi vous aussi. êtes complémentaires. Les gens me parlent d'école d'entreprise. Allez-y. Oui, c'est allez-y, vraiment... certains, puis c'est une super école. Puis, exact. Fait que là, comment tu vois le futur? Fait que là, dans le fond, il y a un Éric qui est parti de 25 ans à retour à l'école, qui aujourd'hui, 20 ans plus tard à peu près, j'imagine, à peu près 20 ans plus tard, est à la tête de l'Institut. C'est quoi les grands rêves pour la suite? On est ambitieux. En tout cas, on se dit qu'on est ambitieux, mais pas tant. OK. En fait, j'explique. Tout ce qu'on fait, c'est à la base même de la fondation de l'Institut, il faut qu'on ait du plaisir. Puis c'est vraiment une valeur super forte. Tu sais, des fois, avoir du plaisir, des choses qu'on pourrait avoir de la croissance super forte qui pourrait être très payant, qui pourrait nous amener ailleurs, mais si on pense que ça va être compliqué, pas de plaisir, on le fait tout simplement pas. Fait que, tu sais, on prend toujours nos décisions, je vois ça comme un triangle, un peu, où plaisir, simplicité, ça aussi, c'est une valeur super importante, tu sais, on dit tout le temps qu'on fait des choses sérieuses, mais on se prend pas au sérieux. Puis, troisième axe, c'est la valeur ajoutée. Est-ce que ça donne la valeur ajoutée
à nous, comme entreprise, que ce soit financièrement, mais aussi comme notoriété et autres. Tout ce qu'on fait, là, c'est dans ce triangle-là. Puis à l'intérieur, il y a la générosité. Puis ça, c'est vraiment nos valeurs. La valeur ajoutée, c'est pour le client, mais c'est aussi pour nos intervenants. Beaucoup de monde disait, OK, mais tu permets, toi, que Cléo Maheu vient faire un tour, puis elle parle de Cléo Maheu Hypercroissance ou ses livres, puis tout. Bien, certain, parce que elle vient, elle est généreuse. Bien sûr, on va la payer, mais pourquoi pas si ça intéresse les gens? On veut pas que ça devienne une plateforme de vente. C'est pas ça l'idée, mais c'est de dire... non, mais c'est de faire vivre un écosystème pour les besoins, pour les besoins des gestionnaires. Exactement ça. Fait que, il y a des gens au début qui disent, OK, non, c'est vraiment ça. Fait que, dans le fond, le plaisir, puis valeur ajoutée, bien, des fois, il faut faire la balance entre les deux. Fait qu'on fait des choses qui nous plaisent, puis on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? OK, oui, mais est-ce qu'on va avoir du plaisir? Parce que si on n'a pas de plaisir, on se connaît assez bien maintenant pour dire que ça se peut qu'on y arrive de côté. Pas. On y arrive, c'est ça. Mais je trouve ça sage d'avoir ce modèle-là, puis la fameuse notion de simplicité aussi qu'il faut garder, là, c'est ça. De toute façon, ces trois choses-là, quand on les fait vivre, parce que c'est bien beau d'en parler, mais il faut qu'on les fasse vivre, on les fait vivre dans nos cohortes. Quand les gens arrivent comme ça, puis qu'on met, on ne peut pas forcer le plaisir, toujours ça, mais si on met tout ce qui, détendre l'atmosphère, moi j'aime bien faire des jokes, puis les gens sont beaucoup plus décoincés, puis quand on veut apprendre sur nous, puis on va apprendre sur les leadership, sur les habiletés humaines, ça prend un petit peu prend du recul, puis ça prend de l'humilité, puis il faut se mettre dans une position un peu plus vulnérable, puis tout le temps, si vous êtes ici pour flasher, c'est bien beau, mais vous n'allez pas apprendre jamais autant que si vous parlez des vraies affaires. Puis c'est un peu pour ça que ces valeurs-là, je pense que ça s'applique partout, même pour mon équipe. On fait des voyages d'équipe là, incroyables. On les a amenés à Vegas, on les a amenés au Club Med. C'est sûr qu'on a la chance d'avoir une petite équipe, là, mais c'est fou là, ce que ça fait comme quand on a du plaisir ensemble. Bien, exactement, oui. Puis on s'entend-tu qu'après 2 ans de pandémie, le plaisir, on a besoin de le retrouver, le plaisir, là? Fait que, félicitations. Moi, je trouve ça très heureuse d'avoir compris cette belle histoire-là, puis de comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière ça. Y a-tu quelque chose que tu aurais voulu qu'on parle, qu'on n'a pas eu la chance de le faire durant le podcast, qui serait important peut-être pour nos auditeurs? Non, je pense que... en fait, ils peuvent toujours... me rejoindre, là. Peu importe, je suis toujours ouvert à discuter. Merci à toi, Cléo, parce que je sais que tu mets beaucoup en lumière. Justement, tu parlais de l'écosystème, tout ça, puis je sais que tu y participes beaucoup. Tu mets en lumière des gens comme moi là, qui je ne suis pas habitué là, d'être toujours en lumière. J'aime mieux mettre l'Institut, mais merci quand même. C'était fort agréable. Écoute, puis moi, j'ai appris. Merci d'avoir partagé, d'avoir été un leader authentique et éveillé. Donc, qui pour moi est le futur dans le fond, et longue vie à l'Institut. Donc, merci beaucoup, Éric. Merci à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.